Bien, bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire 30 minutes de savoir sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc je me présente, je suis Noémie Chehir, chargée de mission communication et construction durable chez Envirobat Grand Est, Arcade LQE. Envirobat qui est donc un centre de ressources pour l'aménagement et les bâtiments durables dans le Grand Est, mais également un organisme de formation. Notre mission est de contribuer au développement soutenable de notre société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels de ces secteurs. Envirobat, par sa veille, son réseau, ses nombreuses manifestations, permet aux professionnels de se tenir informés et de monter en compétences par le biais, par exemple, de réponses aux questions, de diffusion d'outils d'aide à la décision, notamment via notre newsletter, les fiches d'opération exemplaires, le prix Envirobat, les annuaires d'acteurs ainsi que les groupes de travail multi-acteurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre série de webinaires 30 minutes de savoir qui est réservée aux élus. Elle s'accompagne des journées Villages et villes durables anticipées au lieu de subir que nous organisons sur les territoires du Grand Est avec les associations des maires qui le souhaitent. Le prochain et dernier webinaire de la série sera le vendredi 21 mars à 13 heures sur le solaire photovoltaïque et thermique. Donc je vais maintenant céder la parole à Victor Bauer qui va prendre la suite de cette présentation. Merci Noémie. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rénovation énergétique des bâtiments, donc principalement des bâtiments publics, comme nous sommes à destination des élus du territoire. Un petit rappel par rapport au cap régional et aux objectifs que nous avons liés au SRADET. C'est du coup un objectif de gain, enfin de baisse, pardon, de 55% des consommations d'énergie finale au niveau de la région Grand Est. Donc on voit que sur le graphique, on a différentes sources de consommation d'énergie. Le bâtiment résidentiel est la partie du haut. On identifie bien que sur la partie bâtiment, on a une marge de manœuvre importante. Là où, par exemple, sur le transport, ben, on a une marge de manœuvre qui est plus faible parce que on ne peut pas réduire facilement de 4 ou de 6 les consommations dans le transport, alors que sur le bâtiment, on se rend compte qu'on peut assez facilement avoir des gains importants. Et en parallèle de ça, on a une augmentation de la production d'énergie renouvelable à horizon 2050 qui est de fois 3,2, ce qui permettra à la région Grand Est d'être une région à énergie positive qui, du coup, produira plus d'énergie qu'elle ne consomme d'énergie finale. Un petit mot par rapport à Climaction, c'est un mot qu'on entend, que certainement vous entendez souvent. Climaction, du coup, c'est le partenariat entre la région et l'ADEME à l'échelle Grand Est. Le grand principe, c'est d'être sur un fonctionnement en guichet unique, avec du coup pas besoin de solliciter à la fois la région et l'ADEME pour des demandes de subventions, mais une seule demande avec parfois des cofinancements, parfois des financements de l'ADEME et parfois de la région avec les trois grands mots qui sont importants, qui vont être d'anticiper, d'économiser et de valoriser. Donc, c'est les trois grands mots de ce partenariat-là. Au niveau des thématiques, donc Climaction couvre les différentes thématiques liées à la transition énergétique, à savoir l'efficacité énergétique et la qualité environnementale des bâtiments, qui nous concernent directement aujourd'hui, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et les économies de ressources, la mobilité durable, enfin les mobilités durables, et tout ce qui va être en lien avec le climat, les démarches de territoire et de développement durable. Aujourd'hui, on va principalement parler de l'efficacité énergétique des bâtiments. On va également rapidement évoquer le sujet des énergies renouvelables puisqu'il est directement lié au projet de rénovation énergétique de bâtiments. Un petit point sur les moyens humains, sachant que toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur le site Climaction. Le principe, c'est en fait, on fonctionne en maison de région au niveau de la région Grand Est. Donc, on a des territoires qui sont à une échelle plus locale pour l'accompagnement des projets, en particulier sur la thématique Climaction, donc transition énergétique où vous avez du coup votre interlocutrice ou interlocuteur sur la carte, sachant qu'on a 6 nouveaux postes qui sont
recrutés ou en cours de recrutement. Il y en a deux qui sont déjà existants, donc parfois cette carte, elle va être amenée à évoluer un petit peu, typiquement entre la maison de région de Nancy et la maison de région d'Épinal. Le territoire va être un petit peu coupé avec le territoire qui est le plus à l'est pour un collègue qui est arrivé en début d'année. Donc voilà, il y a un petit découpage qui pourrait être un peu plus fin, mais en tout cas là, vous avez les différents interlocuteurs et interlocutrices en maison de région que vous pouvez contacter et dont vous pouvez retrouver également toutes les coordonnées sur le site de la région, enfin, et sur le site Climaction également. Ok, ça va. Euh, Bon. une fois qu'on a pu voir ces différents, enfin les différents éléments de contexte, on va parler du coup directement de la partie bâtiment. Donc, on parle un petit peu aussi de réglementation thermique. C'est toujours intéressant d'avoir un peu les éléments réglementaires. Donc, par rapport à la réglementation thermique, elle ne s'applique pas de la même manière que vous soyez sur de la rénovation ou de la construction. Sur des rénovations de bâtiments, on reste encore sur la RT 2007, donc la réglementation thermique 2007, avec des garde-fous et des niveaux de consommation enfin des niveaux d'isolation par paroi à avoir, mais qui sont assez faibles, qui sont plus faibles que les niveaux qu'on a au niveau de Climaction et également plus faibles que les différents niveaux d'exigence pour les différentes subventions, MaPrimeRénov' en tant que particulier, mais également les certificats d'économie d'énergie, par exemple. Et au niveau de la construction, la réglementation en vigueur, c'est la réglementation environnementale 2020, donc la RE 2020 qui s'applique pas forcément encore à tout type de bâtiment. Donc, il y a encore des bâtiments qui sont soumis à la RT 2012 sur certaines spécificités. N'empêche que le principal changement au niveau de la RE 2020, et du coup, c'est plus une réglementation thermique, mais une réglementation environnementale, c'est de par l'intégration en fait de critères environnementaux, donc l'analyse de cycle de vie des différents matériaux, et donc avec également des éléments concernant l'impact carbone d'un bâtiment, sur le choix des matériaux, sur le recyclage des matériaux, etc. Un autre point réglementaire qui va vous concerner potentiellement, c'est le décret tertiaire. Le décret tertiaire, du coup, va concerner tous les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 mètres carrés. Sachant que quand on parle de bâtiment, ça peut être valable également pour une partie d'un bâtiment. Du coup, s'il y a qu'une partie d'un bâtiment qui est concernée par du tertiaire, mais que cette partie représente plus de 1000 mètres carrés, on est également concerné par le décret tertiaire. Et également sur un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière. Donc, à savoir que plusieurs bâtiments sur une même unité foncière peuvent, si cumulés, ils représentent plus de 1000 mètres carrés, sont concernés par le décret tertiaire. Le décret tertiaire, il peut être il y a un choix au niveau de l'application de ce décret tertiaire. C'est soit d'être sur un objectif en valeur relative, donc à savoir une année de référence postérieure à 2010, et donc des gains énergétiques de moins 40, moins 50, moins 60% à avoir à objectif donc 2030, 40 et 50. Ou alors un objectif en valeur absolue et qui du coup est défini en fonction de l'usage du bâtiment. Donc par exemple que une mairie, c'est peut-être pas le meilleur bâtiment, mais par exemple, une école de plus de 1000 mètres carrés à horizon 2050, il va falloir qu'elle consomme maximum tant de kilowattheures par mètre carré. Donc il y a ces deux possibilités de choix-là, sachant qu'il y a une déclaration des consommations annuelles qui est à faire sur la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opéra. Donc, si vous êtes concerné, normalement, vous avez déjà dû déclarer des consommations pour les années précédentes. Et il y a également potentiellement des sanctions qui peuvent être prises suivant les gains qui ne seraient pas respectés sur les différents objectifs. Alors, rapidement, on va parler du coup du principe négawatt, qui est un principe qui est vraiment, enfin, qui est très intéressant, qui va être de se dire, pour avoir des bâtiments performants, mais pas que sur le bâtiment, mais pour être sur quelque chose de performant, il y a trois points sur lesquels on peut jouer. Le premier point qui va être la sobriété. Donc l'idée, ça va être de se dire on va consommer uniquement ce dont on a besoin.
C'est-à-dire qu'on va éviter de chauffer un bâtiment à 20 degrés la nuit et les vacances scolaires sur un bâtiment d'école, par exemple. Donc l'idée de la sobriété, ça va vraiment être d'éviter d'avoir des consommations qui sont finalement, qui auraient pu être évitées sans impacter l'usage du bâtiment. Le second point, qui est la partie efficacité. Là, l'idée de l'efficacité, ça va être d'avoir finalement le même usage, mais de réduire les consommations d'énergie. Par exemple, isoler un bâtiment. On va avoir la même température, les mêmes conforts dans un bâtiment, voire un meilleur confort, mais à minima d'avoir quelque chose d'équivalent. Par contre, au niveau des consommations d'énergie, on aura grandement réduit les consommations d'énergie pour avoir ce même niveau-là. Et le dernier point, qui est la partie renouvelable, où l'idée, ça va être d'utiliser un maximum les énergies renouvelables pour justement éviter de consommer des énergies fossiles ou des énergies carbonées. Alors, le premier point dans un projet de rénovation énergétique de bâtiment va être la partie programmation de travaux. C'est intéressant de se dire, voilà, on a ce bâtiment-là qu'on veut rénover, mais il est toujours important de vraiment faire le point de d'où on part et de quel est notre objectif. Un exemple un peu simple, c'est de se dire, bah voilà, on a un gymnase qui est très mal isolé. On va se dire qu'on va le rénover complètement, mais par contre, ben, on a un usage qui est très faible finalement de ce bâtiment. Et auquel cas, ben, peut-être que ce n'est pas le bâtiment à rénover en priorité, parce que malgré son faible niveau d'isolation, on n'en a pas un usage très important. Ça va être également de se dire, bah, on a un ancien presbytère dans la commune, on veut rénover le bâtiment, mais est-ce que du logement à cet endroit-là, ça va être pertinent par rapport à l'offre locative ou l'offre de bâtiments qui est déjà présente dans la collectivité? Donc ça va vraiment être de se dire, il y a un intérêt à faire le point sur ben, quel est l'objectif et vers quoi on veut aller, et du coup d'être accompagné déjà dans la définition des objectifs avec du coup, comme je disais, l'analyse des besoins, l'état des lieux ou des bâtiments, les analyses de la faisabilité, de la pertinence du projet, vraiment dans l'optique de se dire, on va essayer de faire quelque chose le plus cohérent possible. Ça permet également d'avoir une priorisation et une cohérence de travaux. Et ça permet également de limiter les imprévus. Si vous êtes déjà accompagné en phase projet finalement sur un bâtiment, ça va vous éviter de vous retrouver avec ben, des soucis structurels par exemple sur un bâtiment ou des choses qui n'auraient pas été identifiées ou ben, voilà, l'idée de transformer un bâtiment qui n'était pas du logement en logement, ben, ça va engendrer des contraintes spécifiques liées à de l'implantation de réseaux hydrauliques par exemple, mais également ben, des éléments de sécurité avec des normes en fonction de l'ERP, des problématiques de personnes à mobilité réduite également. Donc, il y a vraiment tous les éléments qui sont à étudier en amont d'un projet avant de se dire, OK, on va rénover ce bâtiment-là. On a un intérêt à faire le point sur quel est le projet et vers quoi on va se diriger. Donc une fois qu'on a identifié un projet, on va parler plutôt rénovation de bâtiment. On a un schéma qu'on retrouve assez régulièrement qui représente les déperditions d'un bâtiment. Donc c'est des choses qu'on voit régulièrement. Il faut savoir que ce type de diagramme-là, donc ce type de schéma, n'est valable que sur un bâtiment type bâtiment des années 70 qui n'est pas isolé. Dès lors que on est sur un bâtiment sur lequel on a changé les menuiseries, on a fait une isolation des murs, on a changé des éléments, on est sur un bâtiment qui avait déjà un petit peu d'isolation quelque part, ces chiffres-là peuvent potentiellement ne plus rien dire. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu des ordres de grandeur pour savoir, ok, les murs et la toiture ensemble font à peu près 50% des déperditions d'un bâtiment. C'est intéressant de savoir ça, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être vérifié dans tous les cas de figure et dans tous les bâtiments. Ça va toujours dépendre du niveau d'isolation ou non, ou même du niveau de construction qui est présent dans le bâtiment et les surfaces qui sont représentées. Typiquement, les fenêtres, on est sur 10-15%. Sur un bâtiment sur lequel on aurait des grandes baies vitrées, ou des grandes surfaces vitrées qui seraient très mal isolées, ça pourrait représenter plus. Sur d'autres bâtiments, ça pourrait représenter moins. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt à voir ces éléments-là en se disant, bah, OK, on comprend un peu les déperditions d'un bâtiment.
mais ça va toujours être dépendant du bâtiment. Et tout simplement, il faut toujours regarder le niveau d'isolation et la surface que ça représente. Si on a une très grande toiture et qu'il y a une isolation ou pas d'isolation au niveau de cette toiture, forcément les déperditions vont être plus importantes que si on est sur une isolation sur un plancher, par exemple, sur des combles perdus. Donc il y a vraiment un intérêt à regarder combien ça représente par la surface et le niveau d'isolation. Le confort au sein d'un bâtiment, par rapport à un bâtiment, la température de confort d'un bâtiment, ça va être la moyenne entre la température des parois et la température de l'air intérieur. Ce qui veut dire tout simplement, et c'est vrai qu'on en a pas mal, on a pas mal entendu parler de ces éléments-là aussi ces dernières années, quand on nous disait, ben voilà, c'est 19 degrés la température légale dans un bâtiment. Et ben en fait, quand on a 19 degrés dans un bâtiment qui est bien isolé, le confort et la température ressentie qu'on va avoir, elle va être très différente de la température dans le même bâtiment, enfin à 20 degrés également ou à 19 degrés dans un bâtiment qui ne serait pas isolé. Donc le confort dans un bâtiment, il va dépendre de la température de l'air et la température des parois. C'est pratiquement finalement la moyenne entre les deux. Forcément également le mouvement d'air et l'humidité de l'air vont avoir un impact qui sera un peu moindre que les deux premiers, mais ça dépend dans quelle mesure. Forcément, s'il y a un gros courant d'air dans un bâtiment, on va avoir également une température moins bonne au niveau de la température de confort. Rapidement, pour parler d'isolation, c'est des choses qui sont quand même assez connues maintenant, mais l'idée c'est que ben, la résistance thermique, donc ce qui est affiché souvent au niveau d'isolation de parois, c'est l'épaisseur de l'isolant divisé par la conductivité thermique. Donc finalement, ça va dépendre de quelle épaisseur d'isolant on a et de quelle est la performance spécifique à l'isolant. Et c'est pour ça que ben là, on peut voir que pour différents matériaux, on va avoir des épaisseurs différentes pour avoir le même niveau d'isolation. Ce graphique, il est quand même intéressant sur la partie, pour avoir des ordres de grandeur. Finalement, quand on voit sur les matériaux isolants, donc sur, on va dire, jusqu'à la partie laine de roche ici, hein. Donc sur les premiers matériaux, on est sur des matériaux isolants, on est entre 15 et 20 cm d'épaisseur d'isolant pour avoir une résistance thermique de 5. Donc on voit qu'on est voilà, sur une quinzaine, une vingtaine de centimètres d'isolant pour avoir quelque chose de performant sur des murs extérieurs, par exemple. Par contre, dès lors qu'on est sur de la partie plutôt maçonnerie, qu'on soit sur du bois, sur du monomure, enfin sur la partie plutôt structurelle d'un bâtiment, on se retrouve avec des épaisseurs qui sont bien plus importantes. Et par exemple, sur de la pierre en grès, donc typiquement des murs en moellon, des murs épais qu'on peut retrouver, on est sur 4,50 m de mur pour avoir un niveau de performance équivalent à une vingtaine de centimètres d'isolant. Donc on se retrouve vraiment avec cet a priori aussi qu'on peut retrouver parfois de dire, ben voilà, on a des murs épais, il n'y a pas besoin d'isoler parce que les murs sont épais, ils font 40-50 cm. Il faudrait qu'ils soient 10 fois plus épais pour qu'il y ait vraiment un niveau d'isolation. Par rapport à l'isolation, on parle aussi d'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, l'isolant, le principe d'un isolant, ça va être de retenir de l'air immobile au sein de l'isolant pour que il ait effectivement un pouvoir isolant. Donc la majorité des isolants ne sont pas étanches à l'air. Et ce qui est important, c'est que là, par exemple, sur un test, donc sur 1 m² de mur, avec un isolant de 14 cm qui serait installé, d'avoir juste 1 mm de fente sur cette partie-là, donc sur un pare-vapeur et juste 1 mm de fente avec de l'air qui peut passer dedans, on se retrouve avec un niveau d'isolation qui est divisé par 4,8. Donc 1 mm de fente, c'est un coup de cutter dans le pare-vapeur qui serait posé sur ce mètre carré de mur-là et d'isolant. Et c'est 160 fois plus de vapeur d'eau qui passe dans le mur par jour. Ça veut dire qu'en plus d'avoir de l'air qui passe, donc moins d'isolation, vous allez avoir de l'humidité qui passe dans l'isolant et du coup une dégradation de l'isolant au fil de l'année et au fil du temps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre qu'un complexe isolant, ça va être un isolant thermique plus une barrière d'étanchéité à l'air. Sans étanchéité à l'air, l'isolation n'est pas très performante. Et c'est aussi pour ça que finalement, typiquement, par exemple, au niveau de Climaction, on va demander des tests d'étanchéité à l'air parce que ça permet assez facilement de s'assurer que les choses ont bien été réalisées et de quantifier aussi quels vont être les potentiels problèmes sur un bâtiment. Ça va être difficile de faire parfaitement. On n'aura jamais un bâtiment totalement étanche à l'air, mais l'idée, c'est de s'en approcher le plus possible pour être sur quelque chose de performant.
Par rapport à l'étanchéité à l'air, on va aussi parler de l'humidité des parois. Donc l'humidité des parois, on a différents facteurs. En fait, suivant le type enfin, la localisation du projet, en fonction du type de construction également, on va avoir des problématiques d'humidité qui vont être différentes. On a des problématiques, par exemple, sur la partie, plutôt sur la partie basse, on va avoir des infiltrations au sous-sol, des remontées capillaires, des infiltrations au niveau de la façade et des infiltrations au niveau du terrain. Ça, c'est des choses qui vont surtout être importantes sur du bâti d'avant 48, parce qu'on est sur des murs sur lesquels souvent on a de l'humidité qui peut remonter par capillarité et pour lesquels en fait, un projet peut derrière venir dégrader fortement un bâtiment qui n'avait pas de problème particulier parce que on a de l'humidité qui va remonter. Donc il y a un intérêt vraiment à faire attention à tous ces éléments-là. On a aussi de la partie condensation. La condensation, c'est ben, tout simplement la vie, par exemple, dans un bâtiment fait qu'on va apporter de la vapeur d'eau et des risques potentiellement de condensation sur des parois, sur des points froids. On a des infiltrations aussi au niveau de la couverture, si on est sur une étanchéité qui peut avoir des problèmes. Euh, donc l'humidité dans la paroi, on va vraiment chercher à éviter qu'il puisse y avoir des problématiques parce que ben, de l'humidité sur des parois, sur des isolants, ça va derrière dégrader les matériaux, les isolants, les parois et également ça peut créer des problèmes de qualité de l'air intérieur. Pour la suite, du coup, on va voir un petit peu des pathologies qu'on peut retrouver quand on a des problématiques d'humidité. Ça va être bah, typiquement des remontées capillaires avec ben, des problématiques de condensation. Que je vous parlais que structurellement, ça peut poser des problèmes. Ça, typiquement, ça peut être un problème qui est lié à des problématiques d'humidité dans une paroi. Et cet exemple-là, qui est un exemple qui est parlant parce qu'on le voit régulièrement, c'est d'avoir un enduit extérieur qui fait des cloques et qui du coup se dégrade sur la partie extérieure. Souvent, c'est parce qu'on est sur des remontées capillaires et les cloques qui apparaissent, c'est parce qu'on est sur un enduit qui est étanche, donc un enduit souvent plastifié, enfin à base de produits plastiques. Et on se retrouve du coup avec l'humidité qui remonte dans la paroi, qui essaye de s'évacuer vers l'extérieur, mais qui n'y arrive pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des cloques qui vont se créer. Et l'avantage d'un enduit ou d'une peinture, c'est que ça va pas être très résistant, donc finalement, ça va se casser assez facilement. Mais le même mur avec un isolant type un polystyrène en extérieur ben, fait que le polystyrène ne va pas se casser au fil du temps pour laisser s'évacuer l'humidité. Et donc, on va souvent se retrouver avec des problématiques structurelles sur le long terme. On parle également de pont thermique quand on parle de rénovation de bâtiments. Donc c'est quelque chose qu'on voit souvent, voilà, un trait jaune à la caméra thermique. L'idée de qu'est-ce qu'un pont thermique, tout simplement, ça va être ben, quand on est par exemple sur une isolation par l'intérieur face à une isolation par l'extérieur. En fait, en isolation par l'intérieur, on va pas forcément pouvoir traiter la dalle qui est déjà existante sur un bâtiment sur lequel on va rénover. Et donc, on va se retrouver avec des déperditions à cet endroit-là. Un pont thermique, pour faire assez simple, c'est dès lors qu'on est sur un bâtiment qui est isolé, dès lors qu'on retrouve un endroit où il n'y a pas d'isolation, un point qu'on ne peut pas traiter, ben, ça va créer un pont thermique et le risque des ponts thermiques, ça va être par exemple les risques de condensation, parce qu'on va se retrouver avec une dalle qui va être froide, de l'air intérieur qui contient de l'humidité, qui va arriver à cet endroit-là et donc il va y avoir de la condensation. Et donc qui peut derrière dégrader l'isolant. Donc toujours au niveau du bâtiment, en plus des problématiques enfin, juste de consommation d'énergie, on peut se retrouver avec des problématiques plus importantes, type dégradation des parois, dégradation de la structure d'un bâtiment, problématiques de qualité de l'air intérieur, de champignons, etc. Au niveau de l'isolation, donc avant on a parlé de l'isolation plutôt des parois opaques, là on va parler maintenant des menuiseries extérieures. Donc les menuiseries extérieures, contrairement aux murs où là on va avoir une résistance thermique et plus elle va être importante, plus le niveau de performance de l'isolation va être bon. Au niveau des menuiseries extérieures, on est sur une conductivité thermique. Donc là l'idée c'est le niveau, plus le chiffre de la fenêtre va être faible, meilleure sera la menuiserie. Et donc, on parle de UG pour glazing, donc c'est la partie vitrage, UF pour U-frame pour la partie cadre de la fenêtre, et ce qui donne le UW pour window pour la fenêtre entière.
On parlait d'étanchéité à l'air. En fait, l'étanchéité à l'air, c'est un test qu'on va pouvoir faire. Donc, avec sur la gauche, finalement, on va remplacer une porte avec une fausse porte qu'on va installer, sur laquelle il y a un ventilateur. On va comparer les pressions entre l'extérieur et l'intérieur et ça nous permet de voir combien d'air rentre ou sort dans le bâtiment avec des défauts finalement d'étanchéité. Ce qui permet après, donc c'est un chiffre un peu sorcier, un peu compliqué qui va en ressortir, mais pour avoir un ordre d'idée un peu, c'est quand on est sur un Q4, donc le chiffre qui va sortir issu du test, au-delà de 2,1, c'est par exemple comme si vous aviez un wok de 46 cm de diamètre. euh, c'est la taille d'un trou, l'équivalent d'un trou que vous auriez sur une paroi. Donc si le bâtiment était complètement étanche à l'air, c'est le trou qui est ouvert en permanence toute l'année avec un flux d'air. Donc ça vous permet aussi de mettre un peu une image sur qu'est-ce que l'étanchéité à l'air. Souvent, l'étanchéité à l'air, on va pouvoir avoir différents soucis, différentes fuites qu'on va pouvoir retrouver. On est toujours sur des interfaces. C'est-à-dire que sur un mur, souvent, ça va être simple d'avoir un mur qui est performant, mais la jonction entre le mur et les menuiseries, ben, il va falloir avoir des solutions collectives pour bien y arriver. Pareil, entre les différents rouleaux par vapeur, on va devoir les scotcher pour qu'ils soient bien étanches à l'air. C'est aussi souvent sur les équipements électriques, sur les éléments traversants, sur les menuiseries extérieures, les liaisons façades et planchers, les réseaux également d'eau que vous pourriez avoir. L'étanchéité à l'air, elle est très importante parce que ça va permettre, derrière, avec de la ventilation, de pouvoir contrôler quelle est la quantité d'air qui va rentrer et sortir dans le bâtiment. Le principe, ça va être d'avoir un air qui soit le plus sain possible dans le bâtiment, mais tout en ayant un renouvellement d'air qui consomme le moins d'énergie possible. Donc c'est pour ça qu'on a de la ventilation. Sur la gauche, on est sur un principe de ventilation simple flux, où finalement on a de l'air froid qui va rentrer au niveau des entrées d'air et on va tout évacuer dans les pièces humides. La ventilation double flux, c'est à peu près la même chose, sauf que l'entrée d'air et l'extraction d'air se passent au niveau du caisson de ventilation. Et finalement, on va récupérer la chaleur des pièces dans lesquelles on va venir récupérer l'air. Et donc, on va insuffler de l'air neuf, donc de l'air extérieur, avec de l'air qui sera déjà préchauffé par l'air extérieur. Donc là, j'ai parlé assez rapidement des différents points sur une rénovation énergétique de bâtiments. On a également un point qui arrive de plus en plus et on s'en rend de plus en plus compte également, c'est la partie confort d'été. Le confort d'été, ben, l'isolation va permettre d'améliorer le confort d'été parce qu'on va avoir une résistance thermique. Donc, si la chaleur a du mal à sortir pendant l'hiver, ben, la chaleur a du mal à rentrer en été. Ça permet également d'avoir un déphasage. Le déphasage, l'idée, ça va être de dire, ben, au travers de la paroi, la chaleur va mettre du temps à passer et du coup, ça va permettre de refroidir également le bâtiment la nuit. Donc finalement, le temps que la chaleur met à traverser l'isolant au niveau des parois, ben, finalement, ça va être quelques heures plus tard où il va faire moins chaud dehors et on va pouvoir rafraîchir grâce à l'air extérieur. Les protections solaires. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir le soleil qui rentre dans un bâtiment en été, le soleil qui rentre directement, parce que c'est ça qui va créer la majorité des surchauffes d'été. La ventilation, forcément la ventilation, ben, c'est de l'air chaud qui va rentrer dans le bâtiment quand on ventile, donc il va y avoir un intérêt également à travailler sur la ventilation. Sur la ventilation simple, la ventilation double flux, ça va par exemple être de surventiler la nuit quand l'air extérieur est plus froid que l'air intérieur, mais également voilà, de traiter la ventilation pour éviter toujours qu'il y ait beaucoup d'air chaud qui rentre dans le bâtiment. L'étanchéité à l'air, donc pareil. Et la sensibilisation des occupants, ben, un bâtiment pour éviter d'avoir des surchauffes d'été, ça demande également des actions des occupants, par exemple fermer des volets ou des BSO quand le soleil tape sur une menuiserie, par exemple. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être également mises en œuvre au sein d'un bâtiment. Finalement, le confort d'été, c'est les mêmes enjeux que le confort d'hiver. En hiver, on va limiter les déperditions pour éviter d'utiliser un système de chauffage. En été, on va limiter les apports pour éviter d'utiliser un système de rafraîchissement. Au niveau des aides financières, assez rapidement, au niveau de la région, on a des aides financières sur de la partie évaluation de la situation énergétique des bâtiments, avec de l'audit pour finalement voir un peu les différents bâtiments que vous avez,
et quels sont les bâtiments à rénover en priorité. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un peu une vue globale des différents bâtiments et de savoir un peu quelles seront les prochaines rénovations que vous allez avoir sur un bâtiment. Donc là, c'est pas de faire une étude thermique par bâtiment, mais c'est vraiment de faire un diagnostic global des bâtiments de la commune. On a des aides financières sur la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments. Donc là, on travaille avec un bouquet à minima de 2 travaux sur les 4 postes que sont le plancher bas, la toiture, les murs et les menuiseries, avec une aide financière qui va, voilà, avec une partie fixe, une partie forfaitaire en euros par mètre carré et différents bonus pour l'atteinte d'un niveau de performance du bâtiment, pour l'utilisation de matériaux biosourcés en fonction de là où les matériaux biosourcés sont utilisés, et également sur les bâtiments et les logements en zone rurale. Tout ça, au niveau du programme Climaction, on a l'obligation d'avoir recours à une équipe de maîtrise d'œuvre. L'idée de la maîtrise d'œuvre, ça va être à la fois de vous accompagner dans le choix technique des travaux, mais également dans le suivi des travaux et dans la fourniture des pièces pour demander les versements de subventions. Et donc ça, c'est vraiment inévitable pour pouvoir bénéficier de subventions au Climaction. Au niveau des aides financières, donc on a également des aides financières pour la mise en place d'énergies renouvelables, avec des subventions pour la réalisation d'études de faisabilité et également des subventions pour la réalisation d'investissements, donc sur par exemple du bois énergie, de la géothermie, du solaire thermique, du solaire photovoltaïque et de l'hydroélectricité. Il y a également d'autres subventions mobilisables, hein, les subventions de la part de l'État via de la DETR, de la DSIL ou du Fonds vert. Les départements qui peuvent parfois intervenir également en subvention sur des projets. La Banque des territoires qui peut également intervenir souvent en prêt plutôt. Et des certificats d'économie d'énergie qui sont également mobilisables avec des subventions Climaction. Sachant que dans les autres aides financières, potentiellement, il peut également y avoir d'autres subventions de la part de la région. Si nous, au niveau de Climaction, on intervient sur la partie rénovation énergétique du bâtiment, si vous avez d'autres dépenses dans le cadre du projet qui peuvent émarger à d'autres subventions publiques de la part de la région, il peut y avoir un cofinancement, enfin, il peut y avoir 2 subventions de la part de la région sur le même projet. On a également des exemples de réalisation. Donc, je vous ai mis le lien en haut à droite, mais tout est toujours disponible sur le site climaction.fr. On a également donc des fiches de retour d'expérience avec différents projets et donc les niveaux de consommation avant, après travaux, les coûts que ça représente, les montants de subvention euh, et des retours un peu sur investissement que la commune a pu avoir. Donc, on a des fiches retour d'expérience. Là, la carte, c'est vraiment les projets de collectivités, associations, rénovation BBC. Donc, il y a possibilité de filtrer. Mais sinon, il y a beaucoup plus de retours d'expérience sur le site Climaction. Et donc, par où commencer? Donc, tous les dispositifs, les contacts, les publications, tout ce que j'ai pu présenter là, les détails du coup des différentes subventions, les liens vers les dépôts en ligne sont disponibles sur le site climaction.fr. Donc n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Du coup, et si vous avez la moindre question, il y a mes coordonnées du coup à la suite de cette présentation. Mais n'hésitez pas à contacter l'interlocuteur ou l'interlocutrice en fonction de votre territoire par rapport à votre projet. Et du coup, merci pour votre attention. Donc je laisse mes différentes coordonnées.